Alors, Alexandre Delval, finalement, est-ce que le débat aura lieu ou pas là? Non, le débat n'aura pas lieu. Il n'a pas eu lieu, puisque, rappelez-vous, le 18 janvier dernier, la maire de Montauban, qui est une femme qui vient des LR, républicains, ex-députée Brigitte Barège, UMP, oui. Absolument. Elle n'est pas connue comme étant fasciste ou xénophobe ou raciste. Et elle a dit, dans ma ville, il y a des problèmes d'immigration, d'insécurité. Et le fait qu'elle ait fait ce lien a été jugé scandaleux. Et elle a parlé de l'immigration massive qui fait partie des doléances dans le grand débat national. Apparemment, elle a outré tout le monde. Je ne sais pas si c'est vrai, ce tout le monde, parce que 70% des Français pensent comme elle. Donc le grand problème de ce débat, c'est que finalement, nos élites, peut-être armées de très bonnes intentions, jugent le peuple, la populace, finalement vulgaire et avec des instincts qui risqueraient d'être dangereux, donc depuis des années. Et à mon avis, c'est ça qui fait monter le populisme. De ne pas donner la parole au peuple. Si on interdit au peuple de se prononcer sur l'avenir de sa propre démographie, de sa propre population, comment voulez-vous que ça ne paraisse pas suspect? Et donc, en fait, il y a des élites, effectivement, que j'appelle les élites immigrationnistes. Il y a aussi des lobbies anti-État. Moi, j'ai lu les rapports de nombreuses ONG qui refusent d'obéir aux gardes-frontières en Italie ou ailleurs. Elles écrivent noir sur blanc que l'État, même s'il a des lois, il faut désobéir à ces lois. Fabrice Leggeri, il faut lire ses propos. Il a dit récemment que c'est scandaleux ce qui se passe. Ces ONG sont les complices des passeurs, les complices de réseaux criminels extrêmement dangereux, qui sont d'ailleurs les mêmes flux, les mêmes routes que celles des terroristes. Donc en fait, ces courbes sont liées entre elles. Alors Jordan Bardella. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'on veut faire passer ce sujet, qui est pourtant un sujet majeur, sous le tapis. Voilà, c'est-à-dire qu'au début, on nous a dit on va parler d'immigration, et en fait, on l'a mis dans une sous-case du grand débat. Moi, je crois que c'est un sujet qui fait peur à Emmanuel Macron. Voilà, je pense qu'Emmanuel Macron, il n'assume pas sa politique, il n'assume pas le fait d'être un immigrationniste, il n'assume pas le fait d'avoir, par exemple, augmenté le budget qu'on alloue pour l'accueil des migrants et en même temps d'avoir, par exemple, gelé les pensions de retraite. Hein, c'est un choix dont on peut discuter, c'est un choix politique qu'il a décidé d'acter. Et puis parce que je pense que c'est une crainte qui est partagée par beaucoup de gens. Moi, je ne crois pas que ce soit un sujet qui divise. Je crois que c'est au contraire un sujet qui rassemble les Français. Quand vous avez 70% des Français qui considèrent qu'aujourd'hui, on a accueilli beaucoup trop d'étrangers dans notre pays et que compte tenu de la situation économique, compte tenu de la situation sociale, compte tenu de la situation culturelle, moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, je suis élu dans ce territoire. Et on peut se rendre compte assez vite que l'immigration n'est peut-être pas la chance qu'on nous a vendue. Plus on va vouloir étouffer le débat, moins on va vouloir effectivement mettre l'immigration sur la table. Eh ben, plus des partis qui dénoncent tout cela, plus des partis qui portent les revendications du peuple vont arriver au pouvoir. Et je crois qu'aujourd'hui, une grande majorité d'Européens partagent cette volonté de rétablir des frontières nationales, de protéger leur identité et de mettre fin à une immigration qui coûte beaucoup d'argent au peuple. Pierre ? Je dirais à M. Bardella que si on appliquait les mesures que son parti aujourd'hui réclame, il ne serait pas entré sur le territoire. Ses parents ne seraient pas entrés sur le territoire. Alors il faut un petit peu se calmer autour de ces questions. C'est sa mère qui est italienne. Hein. Oui, très bien. Et l'immigration n'a jamais été un long fleuve tranquille. C'est toujours une question dont il faut débattre. Il faut parler des problématiques d'intégration. Je pense que nous n'en avons pas assez parlé depuis près de 30 ans, qu'il y a un devoir d'hospitalité de notre pays, mais dans lequel les personnes accueillies doivent s'inscrire dans un pacte citoyen, qui est le respect absolu de nos valeurs, l'égalité homme-femme, la laïcité. Voilà. Juste une précision, l'Italie, c'est l'Union européenne. Hein. Juste une précision. Oui. Et c'est l'Italie qui aujourd'hui de M. Salvini qui défait l'Union européenne, ce continent. Dans l'Union européenne, il y a la libre circulation. On ne peut pas comparer l'Italie avec des pays extra-communautaires. Et l'Union européenne, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas la même civilisation. 70 ans, nous a permis de vivre en paix. Voilà. Et c'est une Donc voilà, ne mélangeons pas tout, Union européenne, pays extra-européens. Ce n'est pas les mêmes lois, ce n'est pas les mêmes pays, ce n'est pas les mêmes civilisations. Mais je pense qu'il faut d'abord mettre des termes très précis sur les mots de l'immigration. Lorsque l'on emploie le mot immigration, en réalité, on dit tout et à peu près n'importe quoi. Il y a des personnes qui arrivent dans notre pays et qui sont des réfugiés, qui fuient des persécutions, que l'on doit accueillir en vertu d'une convention qui s'appelle la Convention de Genève. Et par ailleurs, il y a des migrations légales. Est-ce que l'on va interdire à nos compatriotes demain de se marier avec des non-européens ? Bien sûr que non, on ne va pas mettre des quotas sur la bourre. Mais le problème, monsieur... attendez. Justement, les gens qui sont en situation de détresse. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il n'est pas naturel, quand on est français, de leur donner un asile? Mais c'est eux qui payent le prix de cet immigrationnisme. En 2017, 400 000 personnes entrent sur le territoire français
donc une majorité d'extra-européens. Où êtes-vous allé chercher c'est l'INSEE, désolé. Si on rajoute les mineurs non accompagnés... Non, alors vérifiez, j'appelle tous nos éditeurs à vérifier. Alors vérifions. C'est Gourevitch également qui l'a corroboré. Et c'est l'INSEE et c'est Michel... C'est l'INED, Michel Tribala, c'est l'INSEE et c'est Gourevitch. Trois sources différentes. Je m'excuse, si on rajoute tout, y compris les migrants mineurs non accompagnés... Est-ce que les gens qui sont en situation de détresse, il n'est pas naturel que la France... C'est un droit d'honneur d'accueillir... 90% des gens qui viennent aujourd'hui viennent pour des raisons économiques. Voilà, il faut regarder les chiffres. La France, la plupart des clandestins qui viennent, qui sont soi-disant des réfugiés, ça c'est les infox que vous avez l'habitude de diffuser. Monsieur, 96% c'est Gérard Collomb, 96 maintenant. Et à la fin de l'émission, ça sera 98 au fond, madame, ce n'est plus vous. Voilà. Le problème, c'est qu'on accueille chaque année, si vous voulez, 250 000 personnes de manière légale. C'est-à-dire on accueille peu ou prou l'équivalent de la ville de Bordeaux. Oui, et vous voulez les diviser par 10. Votre programme, c'est les diviser par 10. Jordan. On accueille, la France a connu le nombre record de demandes d'asile, 125 000 demandes d'asile sur l'année 2018. On avait déjà passé le record de 100 000 l'an dernier, plus tous les clandestins. Bon, ça fait beaucoup de monde. Bon. Oui. Dans un pays où vous avez 10 millions de pauvres, où vous avez 6 millions de chômeurs. Moi, la question pourquoi vous opposez les uns et les autres? La question que je pose aux bien-pensants comme vous, qui nous donnez des leçons sur l'accueil, mais qui ne prenez jamais un migrant chez vous, parce que vous donnez toujours des leçons d'accueil, mais l'accueil, c'est toujours chez les autres, c'est jamais chez vous. Qu'en savez-vous? La question que je vous pose, moi, c'est ces gens qui arrivent, nombreux, qui certes fuient des situations parfois difficiles. Comment est-ce qu'on les loge? Quels emplois on leur donne? Où est-ce qu'on scolarise leurs enfants? Ce que ces messieurs ne mentionnent pas du tout, et qui est quand même unanimement reconnu, c'est que nous avons des besoins. Par exemple, quand vous allez dans des EHPAD et que vous regardez qui s'occupe de nos grands anciens, quand vous regardez aussi qui sont dans les restaurants, qui est-ce qui fait ce travail qu'un certain nombre de Français ne veulent pas faire. Vous avez aujourd'hui 200 000... Je vous ai écouté attentivement, donc je vais juste essayer de dire quelque chose. Vous avez aujourd'hui 200 000 offres d'emploi non pourvues. Il y a des secteurs dans le bâtiment, dans la restauration, dans les services à la personne, qui sont essentiellement pourvus par des personnes qui sont des immigrés. Promenez-vous, allez voir ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, quand on a dit ça, on n'a pas dit qu'il fallait accueillir toute la misère du monde. On va essayer d'en prendre notre part. Avant de passer donc aux propositions de Juliette Ménadel, Yann, vous aviez envoyé une lettre à Emmanuel Macron au sujet des violences commises envers les migrants. Est-ce qu'il vous a répondu? Oui, par une sorte de pirouette, disant qu'en fait, c'était des élucubrations. Mais ça ne m'a pas tellement étonné. Le problème que je vois là, Thierry, si je puis me permettre, c'est la première fois dans cette émission que je trouve que le sujet de Blacko n'est pas bien fait, alors que je le trouve toujours extraordinairement bien fait. Car là, nous parlons à la fois de l'immigration, du problème des immigrés, et du problème des migrants, c'est-à-dire des exilés. Or, ce sont deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Et le fait qu'on les mette dans la même conversation me gêne un petit peu, mais bon, c'est comme ça. La chose est la suivante, c'est que les Allemands ont inventé une sorte de mot génial qui résume cette conversation qu'on avait déjà d'ailleurs au XIXe siècle. Au XIXe siècle, sur les Italiens, et sur les Polonais et sur les Marseillais, chacun aurait pu sur ce plateau trouver son avatar. C'est à la virgule près les mêmes conversations. On dit il y a des zones de non-droit maintenant à Marseille, il y a des types qui font des pizzas de jour comme de nuit. Des pizzas, c'était considéré. C'est d'ailleurs pour ça que monsieur vous a rappelé vos origines italiennes. C'est qu'à l'époque, l'Italie est effectivement un autre cosmos qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et les Allemands ont inventé un mot assez génial. Fremde en allemand, ça veut dire l'autre. Ils ont inventé le mot de Überfremdung. Uber, ça veut dire dépasser un seuil. Et donc, il y a effectivement, dans toutes les sociétés, à un moment donné, surtout quand elles vont mal, une sensation. Cette sensation, c'est la sensation qu'il y a trop d'autres, que le seuil d'acceptabilité de l'autre a été outrepassé. Et on s'aperçoit qu'il y a toujours une corrélation entre les moments de crise, les moments de malaise, les moments de déprime et cette sensation de trop. Et je crois que finalement, les économistes, l'extrême droite, l'extrême gauche, qui la récupère aussi à sa manière, les associations, tout le monde fait feu de ce bois-là, qui est que quand le malade est alité, alors il a l'impression qu'il y a plus de microbes qu'il y en a d'habitude. Je voudrais juste préciser, je pense que pour dépassionner le débat, l'immigration n'est ni mauvaise ni bonne. Il y en a qui pensent qu'elle est tout à fait bonne toujours, que le migrant est la nouvelle figure christique, que tout le monde devrait accueillir. D'autres qui pensent qu'il faut les rejeter tous. On est ici, même vous d'ailleurs, un peu d'origine italienne. Donc bien sûr, c'est pas ça
le problème. Il y a une bonne immigration. C'est très simple à décider qui est le bon immigré. C'est celui qui vient, qui respecte les lois du pays d'accueil. Le mauvais immigré, c'est celui qui importe sa culture et même qui va intimider les autres en les traitant de racistes. Je ne vous ai pas coupé. Et qui va importer dans des quartiers des mœurs, par exemple, des mœurs islamistes. Respectent la France. Est-ce que je peux terminer ma phrase? Est-ce que vous pensez que le Français que vous pensez incarner respecte la France? Oui, absolument. On dirait une boîte de nuit. Toi, oui. Toi, non. Mais voilà. Toi, non. Mais exactement. Toi, j'ai une bouteille. Oui. J'ai une bouteille. Il faut un videur humaniste, normal. il faut un profiler humaniste qui sélectionne le bon immigré et qui dit à celui qui vient avec ses mœurs, avec son islamisation, avec sa charia... Non, mais on est tous d'accord pour dire qu'il faut refuser les gens qui viennent importer la charia. Oui, absolument. On est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord. Voilà. Alors, Juliette Méadel, donc votre association L'Avenir n'attend pas a proposé la semaine dernière une dizaine de propositions concrètes pour l'accueil des réfugiés. La politique migratoire aujourd'hui ne satisfait personne. Une partie des Français trouve qu'elle est trop ferme, d'autres qu'elle est trop humaine. La réalité, c'est qu'on en a tous honte. C'est-à-dire qu'on n'est pas content. Les images de votre reportage le montrent très bien, du petit Elan, à l'échec de la politique migratoire en Europe, dont on sent bien qu'en fait, l'Europe ne maîtrise rien. L'Europe doit avoir la maîtrise de ses frontières. L'Europe doit avoir la maîtrise de sa souveraineté. La France toute seule ne peut pas le régler. En revanche, moi, je veux une Europe forte. Une Europe qui soit capable de dire... Nous avons Frontex, nous allons remettre des moyens pour avoir de véritables gardes aux frontières et nous aurons nos propres critères. Alors, on crée un corps de policiers européens. Donc vous les mettez où? Vous les mettez aux frontières de l'Europe? Aux frontières de l'Europe, c'est-à-dire renforcer. En fait, il faut qu'on soit plus fort dans l'espace Schengen. Donc c'est cette zone-là qu'il faut préserver. Frontex, il n'y a pas assez de moyens. Il faut beaucoup plus d'argent pour Frontex. Il faut rajouter aussi des moyens pour la police aux frontières, mais avec une dimension qui n'est pas que la répression, avec aussi une dimension d'accompagnement des migrants. Ouais, enfin, vous avez des femmes avec des enfants. J'imagine que Jordan Bardella va nous dire que autant les mettre à la frontière de la France, ça sera plus simple, non? Ben, moi, Le corps de policiers. Non, mais le problème aujourd'hui, c'est que l'espace Schengen, c'est la libre circulation à l'intérieur et ça devrait être la protection à l'extérieur. Or, aujourd'hui, les frontières de l'Union européenne sont de véritables passoires. Le problème, c'est que l'idéologie aujourd'hui de la Commission européenne, c'est d'accueillir un nombre toujours plus important d'étrangers et d'immigrés dans les États-nations. La Commission européenne qui menace parfois les États-nations de sanctions lorsque les nations se refusent à accueillir des migrants. Moi, si vous voulez, je considère qu'aujourd'hui, les États-nations doivent retrouver des frontières nationales. Parce qu'on a vu notamment en matière de terrorisme que parfois les terroristes passaient de la France à la Belgique, etc. Ça veut dire en rétablissant notamment des douaniers. Par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'il faut évidemment renforcer les moyens qu'on donne à Frontex. Parce qu'aujourd'hui, Frontex, qui est l'agence chargée des frontières extérieures de l'Union européenne, a des moyens qui sont totalement dérisoires. Et donc, il faut évidemment renforcer les moyens qu'on donne à Frontex. C'est là que je ne vous suis plus du tout. Parce que si on vous entend bien, vous voulez mettre en gros un douanier tous les 5 mètres à la frontière française, ce qui est totalement je veux remettre irréaliste. des portes à la Maison France. Ce qui est totalement... Donc, des portes à la Maison France, mais il ne vous a pas échappé que la France a des frontières de plusieurs natures. Il y a des frontières terrestres, il y a des frontières maritimes. En gros, la France est ouverte aux 4 vents. Et donc, nous n'allons pas ériger des murs comme Trump le fait avec le succès qu'on connaît aux États-Unis. Donc, nous n'allons pas construire un mur de l'Atlantique tout autour de la France. On peut vous dire quand même qu'aux frontières de l'Europe, avec votre Frontex amélioré, vous n'allez pas mettre des murs non plus. Mais certainement pas. Mais en revanche, nous allons mettre des moyens et il se trouve que nous serons plus nombreux puisque nous sommes 27 et qu'à 27, nous pourrons nous partager la charge de la gestion de ces frontières. Pierre-Henri. Oui, moi je pense que d'abord, il faut unifier les règles au sein de l'Union européenne. Et par exemple, construire un régime d'asile européen commun. Vous dites tous, il faut que l'Europe. L'Europe, je suis désolé, c'est une catastrophe. Mais l'Europe, c'est une catastrophe. Attendez, il est très difficile d'avoir une politique coordonnée. Et donc moi, je suis pour des coopérations renforcées avec les principaux pays d'accueil. Il faut savoir que dans l'Union européenne, vous avez aujourd'hui 8 pays qui accueillent 85%, par exemple, des demandeurs d'asile. Et c'est avec eux qu'il faut travailler sur cette question. Jordan, ça fait 30 ans qu'on vend l'Europe forte aux Français, qu'on nous explique qu'on va créer une Europe forte avec des frontières qui protègent, etc. La réalité, c'est que Salvini, en Italie, est arrivé au pouvoir parce que parce qu'il faut entendre l'avis des peuples. Voilà. Il faut entendre l'avis des peuples en Europe qui décident et qui se disent que l'immigration n'est pas la chance qu'on leur vend et qui souhaitent protéger leur identité.
Et Matteo Salvini, en Italie, il a réussi à faire baisser de 65% les demandes d'asile dans son pays en quelques mois. Il a réussi à faire baisser de 95% les débarquements parce qu'il a mis en place une politique dissuasive d'immigration. Il a dit à ces personnes, vous fuyez peut-être des situations difficiles, mais ne venez pas dans mon pays parce que vous n'aurez pas d'aide sociale, parce que vous ne serez pas régularisés, parce que nous ne scolariserons pas vos enfants de manière gratuite, parce que nous n'en avons pas les moyens. Et résultat, les débarquements ont baissé. Et résultat, on a fait baisser dans la Méditerranée de 50% le nombre de morts. C'est le chiffre qui est donné par les Nations Unies. Il est vrai que l'Italie s'est retrouvée abandonnée par l'Europe. Il est vrai que l'Italie a été 700 000 migrants sur leur côte depuis 2013. Il est vrai que l'Italie a été obligée de gérer toute seule et qu'aucun des pays européens n'a fait preuve de la moindre solidarité. Ça a été une tragédie, y compris, regardez sur la question d'Aquarius, l'Aquarius, ce navire humanitaire qui est... Mais la France n'en a pas voulu. Mais la France ne lui a pas donné son pavillon. Absolument, personne ne lui a donné son pavillon. On ne va pas faire le jeu des mafias. Mais qu'est-ce que c'est l'Aquarius? C'est juste l'application de nos engagements internationaux qui disent quoi? Que vous êtes en mer, il y a quelqu'un qui se noie. Vous devez le sauver. C'est une obligation. On les chercher à 20 km des côtes quotidiennes. Justement, votre proposition numéro 4, Juliette Méadel, donc c'est la création d'un pavillon européen pour les bateaux humanitaires, donc, parce que l'assistance en mer, évidemment, c'est légal, on est obligé. Mais c'est plus que légal, c'est-à-dire que vous avez raison, c'est humain, nous l'avons signé dans toutes les conventions internationales. Absolument. Maintenant, le dernier point des propositions de Juliette Méadel, c'est d'assortir les titres de séjour d'un droit de travailler et d'étudier. Il y a une situation qui est complètement ubuesque. C'est que quand les migrants arrivent et qu'ils font les formalités de dépôt pour demander un droit d'asile ou autre un droit de séjour, pendant des mois, ils sont inactifs. Ouais. Donc ça veut dire que c'est des mois où, d'abord, eux-mêmes, ils se désespèrent. Par ailleurs, certains, parce qu'évidemment que les migrants sont comme tout le monde, il y en a qui sont honnêtes et d'autres qui ne le sont pas. Eh bien, donc il y en a certains qui commettent des délits. Donc l'idée, ce serait de donner un droit de travailler, non, tout simplement, d'abord d'apprendre le français, parce que ça permet de faciliter l'intégration, et puis parce que c'est aussi une richesse. Et donc, c'est considérer que, oui, à partir du moment où ils sont sur le sol français, en attendant leur papier, ils ont le droit de travailler. Ça ne peut qu'être positif à maints égards. Travailler, étudier. Avec Sandelval. Les chiffres, il faut les connaître. Entre 25 et 30% de Français ont des origines étrangères. Et depuis une trentaine d'années, le nombre de Français d'origine étrangère qui sont issus de l'Afrique musulmane, c'est pas moi qui le dis, c'est un ancien ministre de Chirac, un ancien conseiller ministre de Azouz Bega. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est bizarre, ça fait depuis 1990 qu'on est 5 millions. On n'a fait aucun enfant, aucun autre immigré musulman nous a rejoints. Non, mais c'est ça qui fait monter les populismes. Si on nous fait croire la sornette que depuis 1980... Est-ce que je peux parler? Je répète, depuis 1990, il n'y aurait pas eu un seul musulman qui aurait fait ni un enfant, ni rejoint par un autre immigré musulman. Et alors, ça, c'est ce qu'on nous dit. Non, c'est ça. Parce qu'ils ne font pas d'enfants. C'est ça. Je vous pose la question. Vous êtes en train de dire. Azouz Bega posait la question. C'est Azouz Bega qui regardait l'émission. Je connais il posait la question. Est-ce qu'on a fait aucun enfant? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Est-ce qu'il n'y a eu aucun musulman en plus depuis 1990? Sachant que la majorité des immigrés viennent des pays musulmans, oui, il y a un problème. Je connais des citoyens français qui peuvent être de religion musulmane et qui ne posent aucun problème. Le problème n'est pas l'immigration. C'est une immigration qui est exclusivement tournée vers une zone civilisationnelle. Il faut diversifier. Il faudrait des quotas pour privilégier des gens qui viennent de civilisations beaucoup plus compatibles, amis à la nôtre. Vous faites une fixation sur les musulmans parce que pour vous... Mais quel est le problème numéro un? Non, mais pour vous, c'est des islamistes... Vous pensez que les Français ont peur de l'immigré vietnamien? Pour vous, c'est des islamistes en devenir. Mais il y a plein de musulmans qui sont tout à fait fréquentables. À Seine-Saint-Denis, les non-islamistes sont persécutés dans les banlieues françaises, et pas uniquement de Marseille, comme on dit tout le temps. Mais ce qui est incroyable, c'est il y a une majorité de personnes qui vous disent que le musulman qui ne fait plus le ramadan, la jeune fille musulmane qui est en mini-jupe ou qui sort avec un infidèle, ils sont persécutés. Les musulmans modérés aujourd'hui sont persécutés parce que les islamistes tiennent ces quartiers. Nous le savons et vous le savez autour de cette table. Qu'on le veuille ou non, et on l'entend ici ce soir, il y a dans ce pays une haine des Arabes et des musulmans qui est que, pour certains, lorsqu'il y a un attentat, c'est une bénédiction qui permet de la haïr encore plus. Et on s'aperçoit parfois qu'ici, on peut aussi ressentir un sentiment, et c'est mon cas quand j'entends ces deux personnages, de honte puissante d'être dans un pays où, quand on se hait soi-même, on dit que c'est à cause de l'arabe. Non. Je pense que
Je pense que vous pratiquez quelque C'est bon, chose je ne que t'écoute plus. l'intellectuel Diego... Ah, vous êtes très démocrate. L'intellectuel Diego Fusaro appelle ça l'autoracisme. Parce que vous ne mentionnez jamais, dans toutes ces banlieues que vous trouvez fantastiques, Dans lesquelles vous n'allez jamais, d'ailleurs. le racisme le plus répandu, c'est le racisme envers celui qui a une tête de blond. Je parle même pas pour moi, je parle pour des C'est autres. fini. Celui qui a une tête de blondinet, c'est lui qui est victime du racisme Mais non. violent Mais et c'est- est oui. agressé régulièrement. C'est rarement Et oui. l'inverse. Les ratonnades, heureusement, ça n'existe plus. bien Mais sûr. les ratonnades envers les blancs, oui. Seven